Au 31 mars 2026, la guerre au Moyen-Orient entre dans son deuxième mois. Le détroit d'Ormuz, une des voies maritimes cruciales, est pratiquement paralysé. Seulement 200 passages en un mois selon Kepler et le trafic a chuté d'environ 95%. Téhéran déclare que le détroit d'Ormuz est fermé uniquement aux ennemis. Une commission parlementaire iranienne a récemment approuvé un projet visant à imposer des droits de passage aux navires transitant par ce détroit. À Washington, le président américain Donald Trump envisagerait de mettre fin à l'intervention militaire, même sans obtenir la réouverture du détroit. Le conflit du Moyen-Orient, le blocage du détroit d'Ormuz, est un défi pour le transport maritime, pour les armateurs. Un éclairage avec Paul Touré, directeur de l'ISEMAR, Institut supérieur d'économie maritime. Monsieur Touré, bonjour et merci d'accepter notre invitation. On parle de sécurité des transports maritimes. Peut-être d'une manière générale, comment et en quoi le conflit au Moyen-Orient cette fois est un tournant majeur pour le transport maritime, pour les armateurs? Dans l'histoire, on a l'habitude que le transport maritime soit victime des conflits. Chaque belligérant considérant que la marine commerciale de l'autre participe à l'économie de guerre. Donc ça, on l'a toujours vu. On a eu un peu un changement avec l'histoire de la mer Rouge et des rebelles Houthis qui ont attaqué des bateaux liés aux Occidentaux. Donc là, c'était pas tout le transport maritime, mais une partie, et ça a provoqué le contournement de l'Afrique par les porte-conteneurs entre l'Asie et l'Europe. Mais là, c'est assez exceptionnel parce que c'est la première fois que finalement, on a un conflit entre des belligérants, puisqu'ils ne sont même pas frontaliers, qui a pour conséquence de fermer un passage maritime et de prendre en otage à la fois les États qui commercent, donc les exportateurs d'énergie asiatiques, les exportateurs d'énergie du Moyen-Orient, leurs clients asiatiques et l'ensemble du système maritime, c'est-à-dire les navires et aussi les navigants qui sont à bord des navires. En matière commerciale, la question logistique et géopolitique sont toujours liées, mais pour les armateurs, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour s'adapter à cette situation? Depuis 2 décennies, on était dans le monde de la globalisation, c'est-à-dire qu'on avait des échanges dans tous les sens, les conteneurs, mais aussi les produits énergétiques, les produits miniers, et d'un autre côté, on avait la géopolitique. Et ça fait le deuxième ou troisième conflit, on pourrait dire, avec la Russie, l'Ukraine, Gaza, le Yémen et maintenant cette question iranienne, que finalement la globalisation économique qui fait qu'on a des échanges dans tous les sens est perturbée par la géopolitique. Et là, ça pose effectivement des questions problématiques aux économies qui échangent entre elles et au transport maritime, en fermant les détroits d'Ormuz et finalement la sortie du Golfe Persique pour les produits énergétiques, ça fait beaucoup de perturbations, qui concernent notamment les pays d'Asie du Sud-Est qui sont des pays importateurs notamment de pétrole, gaz, voire exportateurs aussi de produits manufacturés, parce qu'on peut très bien avoir des produits d'origine chinoise, vietnamienne ou thaïlandaise qui se retrouvaient aussi. Et là, il n'y a pas beaucoup d'alternatives. C'est pour ça que le transport maritime est un peu à l'arrêt en attendant une solution politique, parce que ça bloque les exportations d'énergie très importantes du Moyen-Orient vers l'Asie, mais ça perturbe aussi un certain nombre de flux. Donc ça, c'est assez exceptionnel. C'est la première fois, finalement, on voit le commerce global, économique, perturbé de manière profonde par un conflit qui a un lien relativement indirect avec des questions de pure économie. Pour les armateurs, est-ce que ça veut dire aussi qu'il y a une hausse des coûts? Est-ce qu'il y a des mesures de protection particulières à prendre? Pour les armateurs, quelle qu'ils soient à l'échelle de la planète, si on enlève les armateurs qui circulent entre le Golfe Persique, pour l'instant, il y a une augmentation du prix des carburants. Donc les soutes maritimes augmentent de manière assez forte parce que comme c'est un produit qui est non taxé, on voit pas, il n'y a pas des fois le masque des taxes comme on peut le voir par exemple sur le prix pétrolier en Europe. Et là, le prix augmente. Alors ça augmente le prix du transport maritime momentanément. Si ce conflit devait rester, on aurait une augmentation effectivement. Sur un conteneur entre l'Asie et l'Europe, on passe de $100 pour le voyage que représente le prix du carburant à $200. Donc c'est une augmentation forte pour les armateurs. Pour le prix de la marchandise, on ne peut pas dire par exemple qu'un conteneur qui serait exporté entre le Vietnam et l'Europe va avoir son prix démultiplié par l'augmentation du carburant. Mais ça participe de quelque chose. Et puis il ne faut pas oublier que ce conflit est momentané. On n'est pas dans un conflit structurel, c'est-à-dire qu'on n'a pas fermé le Golfe Persique et on n'augmente pas le prix du pétrole pendant 1 an, 2 ans ou 3 ans. On n'est pas comme dans le cas des années 70 où le prix du pétrole a été multiplié par 4 d'un seul coup. Sur une augmentation de à peu près 30% du prix du carburant qui est sans doute momentanée. Quand ce conflit se résolvera demain, après-demain, dans 2 mois
ou dans 6 mois, on retrouvera la situation normale. Mais c'est vrai que momentanément, on a un surcoût pétrolier et on a des problèmes d'approvisionnement. Donc, un problème pour l'économie maritime, mais surtout un problème pour l'économie internationale. En ce moment, l'Iran souhaiterait donc établir un droit de passage. De quoi il s'agit? Comment est-ce qu'on peut mettre cela en place? Et d'une manière générale, comment voyez-vous cela? L'Iran est en train de jouer un jeu d'échecs, on le dit souvent avec les Américains, et finalement avec le reste du monde. Donc ils accordent un passage libre ou payant, on parle de 2 millions de dollars, à des bateaux et des cargaisons pour des pays qui sont non hostiles, voire proches. Donc en fait, aujourd'hui c'est essentiellement le Pakistan, l'Inde et la Chine. Mais on voit que la Malaisie a annoncé que des bateaux allaient passer. Donc certains pays acceptent finalement pour un impératif économique que les Iraniens organisent leur propre passage, d'ailleurs essentiellement avec des cargaisons iraniennes, en passant le long des côtes, c'est-à-dire du côté iranien du détroit. Alors, de là à dire qu'ils vont contrôler, ça c'est un peu difficile, parce qu'en fait il y a un principe qui s'appelle le droit maritime international, par la Convention de Montego Bay de 1982, qui dit libre passage. Personne ne peut fermer un détroit. Même les Turcs qui ont un détroit important ne peuvent pas fermer le détroit. Donc évidemment, on est dans l'illégalité de la position iranienne, sachant que la guerre est elle-même dans une forme d'inégalité. Mais en tout cas, les Iraniens ne peuvent pas contrôler le détroit. Ce n'est pas un canal maritime qu'ils entretiennent, c'est un détroit international. Et puis de toute façon, demain, rien n'empêche les navires de passer. Ce qui est un petit peu difficile, mais du côté d'Oman, puisque le détroit est partagé entre Oman et l'Iran. Mais aujourd'hui, l'Iran fait une sorte de contrôle de la zone en disant vous pouvez passer de notre côté si vous avez des cargaisons et des destinations qui sont sur des régimes ou des pays qui sont favorables ou en tout cas qui ne sont pas hostiles à l'Iran. Aujourd'hui, les bateaux ne passent que dans les eaux iraniennes sous contrôle de l'Iran. Ils pourraient passer par l'Oman, mais comme il y a la menace de militaires plus ou moins existante, ils ne passent pas. D'autant plus que les assurances ont dit à certains navires, vous ne passez pas. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de navires qui passent, soit ils payent les Iraniens, soit ils sont tolérés pour des raisons de proximité diplomatique avec Téhéran. C'est une fraction des navires qui passent. L'intérêt, par exemple, imaginons pour un pays comme l'Indonésie, mais ça pourrait être le cas pour le Vietnam, pour l'approvisionnement en certains carburants, ça peut se faire aussi. Voilà, c'est une manière aussi de détendre un peu les choses, mais ça ne résout rien sur le fond. Ça peut permettre à certains pays, et on le voit par exemple pour l'Iran ou le Pakistan, qui ont besoin d'énergie du Golfe Persique, de pouvoir un peu atténuer les conséquences de la crise actuelle. En tout cas, ce principe de droit de passage, même si pour l'instant c'est juste une menace, comme vous le dites, ce qui n'est pas encore entré en vigueur, et le contrôle du détroit effectif est pas possible, il n'empêche que cette idée, en quoi est-ce qu'il serait dangereux? Parce qu'il peut provoquer un précédent? Effectivement, on part du principe que la mer est libre, même les eaux territoriales. C'est-à-dire qu'il y a une libre circulation sur la mer océanique, on va dire, là, qui est sans propriété territoriale, mais même dans les eaux territoriales, il y a un passage libre. Donc ça permet effectivement de passer, par exemple, le détroit de Malacca et entre l'Indonésie et la Malaisie et Singapour, on peut y passer librement. Les États côtiers n'ont pas à contrôler le trafic commercial. Ça serait une forte, effectivement, de contrôle de facto, qui pourrait être même à la rigueur une forme de racket aussi, que ferait l'Iran sur le trafic maritime. Ça n'a jamais été fait et ça serait un précédent. Mais sans doute qu'aujourd'hui, l'Iran utilise cela dans une pression contre les États-Unis et en même temps comme élément de la balance pour l'économie globale et sans doute pas une réalité à vitam aeternam. Mais en tout cas, c'est une vraie question de droit international maritime que poserait l'Iran. Aujourd'hui, c'est le détroit d'Ormuz. Mais est-ce que cette situation de paralysie risquerait d'étendre dans la région, mais aussi dans d'autres régions du monde, pour d'autres détroits, notamment le détroit de Malacca, qui est vital pour le commerce maritime? Alors effectivement, ça poserait la question que les États côtiers, certains États, pour des raisons de rivalité politique, pour des États de questions géopolitiques, prennent la main sur leur espace maritime. Ça n'a jamais été fait. Sur Bab el-Mandeb, on pourrait retrouver une situation, mais elle est déjà bien compliquée, mais ça pourrait poser effectivement une question pour le détroit de Malacca. Aujourd'hui, pas trop, puisque l'Indonésie, la Malaisie et Singapour sont à peu près le contrôle. Mais si on parle de la mer de Chine méridionale, on pourrait très bien avoir un petit peu la même chose en cas de tension entre la Chine et les voisins, ses voisins Vietnam, Malaisie, Philippines, de se retrouver par exemple avec du contrôle par la Chine de la navigation commerciale. Ce qui est quand même une nouveauté depuis la Deuxième Guerre mondiale.
on n'a jamais eu ça. C'est-à-dire qu'en fait, le libre passage, et ça pourrait être une donnée géopolitique demain, en cas de tension, de vouloir aussi mettre un peu la main. Ça serait effectivement, pour cette zone de l'Asie du Sud-Est, quelque chose qui, alors je ne dis pas que ça peut arriver, mais ça peut poser la question d'un précédent finalement, des États côtiers qui décident qu'ils ont une liberté de pouvoir faire ce qu'ils veulent par rapport à la circulation maritime. Monsieur Paul Tourret, directeur de l'ISEMA, je vous remercie infiniment pour votre intervention aujourd'hui. Merci. Merci monsieur, bonne journée.